Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Alcide Ponga, président du Rassemblement, maire de Kouawa, élu à la province Nord au Congrès et désormais candidat aux élections législatives dans la seconde circonscription qui regroupe, rappelons-le, toute la Nouvelle-Calédonie sauf Nouméa et les îles Loyauté. Alcide Ponga, bonjour. Bonjour Elisabeth, merci pour votre invitation et bonjour aux auditeurs. Et au lendemain, merci d'accepter cette invitation, au lendemain de l'annonce de votre candidature aux côtés de Nicolas Metzoff, puisque vous êtes tous les deux soutenus par l'union des partis non indépendantistes, le Rassemblement, Génération NC, les Républicains calédoniens, le MPC et tous calédoniens. Mais avant de parler de ces élections législatives, Alcide Ponga, on est obligé de parler du contexte dans lequel se déroule ce scrutin. Ça fait un mois maintenant que la Calédonie connaît un climat de violence insurrectionnelle. Comment est-ce que vous expliquez, vous, ce déchaînement de violence qu'on a connu? Écoutez Elisabeth, je ne sais pas si on peut expliquer les choses. Je ne sais pas si on peut expliquer les choses. Je pense que quand tout ça, ça sera fini, il faudra faire l'analyse de ce qui s'est passé, de ce qui s'est dit. Mais c'est sûr que le sujet politique qui a été le sujet détonateur de toute cette violence-là, je pense que le sujet, il est petit par rapport à tout ce qui s'est passé. Et moi, ce que je peux dire, et je l'ai dit hier, je l'ai dit même au soir du 14 mai, un jour après le début de ces violences-là, c'est que ce sont des actes qu'il faut condamner et qu'il faut arrêter. Parce que pour moi, la Calédonie, c'est pas ça. On est plusieurs à le dire aujourd'hui, et je salue également le président du gouvernement qui l'a dit aussi à deux reprises. Maintenant, ça a trop duré. Les dégâts, quand on les comptera, je pense qu'on n'aura plus que les yeux pour pleurer parce que c'est grave. C'est grave. Et donc, moi, j'en appelle à la responsabilité de tous ceux qui sont derrière, les commanditaires qui sont derrière toutes ces actions-là, qu'il faut arrêter aujourd'hui parce que c'est pas Emmanuel Macron et c'est pas le gouvernement qu'on embête aujourd'hui, hein, c'est les Calédoniens. C'est les Calédoniens qui sont dans les villages, c'est les Calédoniens qui sont dans les tribus, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est nos enfants qui ne vont pas à l'école. Et donc, tout cela, il faut en être conscient. Et je pense que maintenant, il faut qu'on avance et puis qu'on passe à autre chose. Alors dans ce contexte, l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron a surpris tout le monde, vous aussi j'imagine. Pour la Calédonie, ça tombe vraiment mal. Est-ce que c'est le moment d'organiser des élections législatives alors que le territoire est dans la situation que l'on connaît, on ne peut pas circuler, il y a encore des violences, il y a encore des agressions? Oui, je pense que ça a surpris tout le monde, hein, comme vous le dites, Elisabeth. Mais comme je l'ai redit, comme je l'ai dit hier à l'annonce de notre candidature, ces élections aujourd'hui, elles sont devant nous. Elles sont devant nous. Mais Emmanuel Macron, en tant que président de la République, a pris ses prérogatives. Les raisons lui appartiennent en tant que président de la République. Maintenant, ces élections, elles sont là. Nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains. Et donc, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui que l'ensemble des Calédoniens utilisent, j'ai utilisé ce terme-là hier en disant qu'il faut que les Calédoniens utilisent leur arme démocratique qu'est le bulletin de vote le 30 juin et le 7 juillet pour pouvoir s'exprimer et redonner la place, remettre la politique au centre du débat. Parce que c'est la politique qui compte, ce n'est pas les violences sur le terrain et la haine. Alors on a vu pour les élections européennes, bon c'est un scrutin particulier, et puis les violences étaient encore peut-être plus présentes qu'elles ne le seront, on l'espère, le 30 juin et le 7 juillet, mais il y a une très forte abstention. Vous croyez que là pour les législatives, les Calédoniens vont se sentir plus mobilisés, qu'ils vont participer, parce qu'ils ont quand même d'autres sujets de préoccupation, quoi. Il y a deux choses, hein. C'est sûr qu'il y a la situation actuelle et la circulation qui est beaucoup perturbée sur l'ensemble du territoire aujourd'hui qui va peser. Donc j'ose espérer que d'ici le 30, et notamment après ce week-end-là où il y a des réunions politiques chez les collègues indépendantistes, j'ose espérer que les choses puissent s'apaiser un peu et puis qu'on aille vers un peu plus de circulation libre. Mais vous me faites remarquer les élections européennes. Bon, les élections européennes, on a toujours eu aussi ce genre d'abstention-là. Donc, pour moi, les législatives, j'en appelle à l'ensemble des Calédoniens pour se mobiliser parce que c'est pas que c'est un scrutin qui est plus important que les européennes, hein, je ne dis pas ça, mais on nous donne l'occasion de nous exprimer et de dire qu'est-ce qu'on pense pour la Calédonie de demain. Faisons-le ensemble le 30 et le 7. Alors pour revenir à votre candidature, comment est-ce que c'est décidé? C'est un accord en fait entre
les différents partis politiques qui vous soutiennent? C'est une volonté d'union de tous les non-indépendantistes? Comment ça s'est fait? Oui, effectivement, hein, ça a été. C'est pas aujourd'hui qu'on travaille de façon unie comme ça avec les partis, nos collègues du parti loyaliste. Donc, vous avez mon collègue Nicolas Mesdorf, notamment, qui est là-dedans et qui est candidat dans la première circonscription. Donc, c'est quelque chose qui dure déjà. On a été au bilatéral, on a été au trilatéral, on a participé aux réunions, que ce soit ici à Paris. On a travaillé ensemble malgré les divisions qu'on a pu avoir lors des dernières législatives en 2010, 2022? 2022, je crois. Voilà. Donc on a travaillé ensemble, notamment au sénatorial et tout. Et aujourd'hui, c'était une logique pour nous de discuter ensemble et de trouver la meilleure façon de représenter nos convictions et nos idéaux sur la première et la deuxième circonscription. Donc ça s'est décidé ainsi entre nous que ça soit moi-même sur la deuxième circonscription et Nicolas Mesdorf sur la première circonscription. Et votre nom s'est dégagé naturellement au sein du rassemblement, j'imagine, et puis même au sein de cette union de partis, c'est votre nom qui s'est imposé. Pour quelle Je, raison, je, selon vous? je dirais pas que mon nom s'est imposé, mais je pense qu'on a discuté de façon très intelligente, de façon très apaisée, et puis je vais dire de façon responsable aussi entre les leaders. Et donc, à un moment donné, mon nom, comme celui de Nicolas Mesdorf, a été posé sur la table, et tout le monde s'est accordé sur ces deux noms-là. Il faut savoir aussi que derrière, vous savez toujours, hein, quand il y a des négociations, enfin, quand il y a des élections comme ça, il y a des coups de fil un peu à droite, à gauche. Donc, on a passé un peu de temps avec Nicolas Mesdorf en essayant de discuter aussi avec nos collègues qui ne sont pas forcément intégrés dans cette union-là pour essayer de passer le message qu'on puisse y aller de façon unitaire, quoi. Ce que j'allais vous demander, cette union va être la plus large possible ou est-ce qu'il va y avoir d'autres candidatures non indépendantistes? Bon, on sait déjà que dans la première circonscription, le député sortant Philippe Dunoyer a annoncé qu'il serait candidat. Dans la seconde circonscription, vous pensez qu'il y aura également d'autres candidatures non indépendantistes? Elle est plus difficile pour les non indépendantistes, cette circonscription. Oui, ce qu'on a voulu faire là-dessus, c'est de couvrir la façon la plus large possible. Mais comme vous le savez, Elisabeth, hein, on est dans une démocratie et ceux qui veulent candidater aux élections le font. Mais aujourd'hui, on va dire, c'est avec un sentiment de responsabilité qu'on a fait ce travail-là et qu'on a un peu communiqué entre nous en off, à droite, à gauche, pour essayer de dire que ça serait bien qu'on aille de façon unitaire là-dessus parce que l'instant nous oblige et les Calédoniens qui ont voté par 3 fois non au référendum nous le demandent aussi. L'enjeu le justifie. Alors, qu'est-ce que vous allez défendre pendant cette campagne? Parce que tout le monde a tendance à dire qu'il y aura un avant et un après le 13 mai, étant donné la violence de ces événements. Alors, avant le 13 mai, on parlait de la recherche d'un accord global. Depuis, est-ce que cet accord global est encore possible? Est-ce que les discussions avec les indépendantistes vont être possibles demain? Écoutez, pour moi, il y a deux pistes dans la campagne. La campagne, elle sera courte, hein, très courte, parce que le premier tour se passe le 30 juin. Je pense aujourd'hui que la sortie de l'accord de Nouméa et le travail qu'on avait commencé à faire avec l'État reste pour moi une priorité. Il nous faut trouver en responsabilité avec les indépendantistes, donc le FLNKS, une piste pour sortir la Calédonie de ce marasme. Donc pour moi, ça fait partie des obligations que les parlementaires, notamment, devront assumer là-dessus avec les élus politiques calédoniens pour pouvoir tracer une piste et donner des perspectives aux Calédoniens. Deuxièmement, je pense que, vous savez, à l'époque, on parlait de rééquilibrage dans les accords précédents, mais je pense qu'aujourd'hui, depuis le 13 mai, on peut parler aujourd'hui de reconstruction. Donc pour moi, ça, c'est un des gros points qui va arriver derrière. Comment est-ce que ensemble on pourra reconstruire la Nouvelle-Calédonie? Parce que l'ensemble des actes de destruction de toute la structure économique qu'il y a eu depuis le 13 mai nous donnera un réveil qui sera douloureux le moment où on reprendra. Euh, il vous semble possible de parler demain avec les élus indépendantistes, avec le FLNKS, même si on pense que certains d'entre eux ne sont pas complètement innocents dans ce qui s'est passé, qu'il y a eu
des commanditaires ou des instigateurs au sein du FLNKS. Vous allez pouvoir parler avec eux en confiance demain? Je pense que pour le point concernant les commanditaires, ceux qui ont, on va dire, ordonné un peu toutes ces actions-là, je laisse l'État et la justice faire son travail là-dessus pour que toute la lumière soit faite sur toute cette organisation-là à un moment donné. On en a besoin et les Calédoniens en ont besoin. Et je pense que quand je dis les Calédoniens, ce n'est pas que les non-indépendantistes, c'est tout le monde. C'est tout le monde parce que, comme je le disais précédemment, tout le monde souffre de cette situation-là et elle a été peut-être incontrôlée à un moment donné ou pas, mais elle a été déclenchée. Donc il faut qu'à un moment donné, les responsables soient retrouvés et, on va dire, soient traduits en justice pour pouvoir expliquer pourquoi. Pour ce qui concerne les discussions, on a toujours discuté avec les élus. Moi, je veux rappeler sur votre antenne qu'avec l'État et le PALICA à l'époque, l'UNI plutôt, nous avions travaillé sur un document martyr, nous avons avancé les choses. Ça s'est arrêté parce que l'État a passé sa date limite du 5 décembre. Derrière, au mois de décembre, sur la demande de l'Union calédonienne, nous avons repris avec le FLNKS en décembre et en janvier les discussions en off. Oui, certes, ce n'était pas public, mais les discussions en off, ça a été évoqué sur des réseaux sociaux. Hein. Il y a eu les 2 jours de bourraille et tout, mais on ne peut pas reprocher aux élus de ne pas discuter. Et puis derrière, quand on sait qu'ils discutent, leur reprocher des choses. Donc il y a eu des mois de discussion avec le FLNKS, et puis avec la création de cette, on va dire, de la branche de l'Union calédonienne sur la CCAT, il y a eu des petits atermoiements. Et puis, c'est à ce moment-là que les discussions se sont rompues, en fait. Voilà. C'est à ce moment-là que l'UNI est sortie des discussions et elles se sont rompues un peu avant de reprendre au mois de mai sur demande de Daniel Goua avec une frange, on va dire, plus ouverte et plus modérée de l'Union calédonienne. Donc on s'est arrêté à ces discussions-là 5 jours après le 13 mai. Mais je veux dire ici à l'antenne que les choses ont été faites. On a discuté et tout. Après, les radicaux ont pris le dessus un peu et moi j'invite mes collègues du FLNKS parce qu'on est en démocratie, on est dans une république et je disais tout à l'heure, ce sont les urnes qui parlent. Eux ont été mis à ces responsabilités-là à un moment donné. Il faut assumer ces responsabilités-là avec nous et il faut qu'on puisse sortir la Calédonie de ce marasme. Vous attendez à ce que les partis indépendantistes désavouent ou condamnent les actions plus durement, peut-être, les actions qui ont été menées par leur branche la plus radicale? Je pense que si on est en responsabilité, il y a des choses qui se sont faites en tant qu'élu sur lesquelles on ne peut pas être d'accord. Et je le redis, je salue les communications, les 2 communications de Louis Mapou dernièrement qui demandent l'arrêt de ces exactions et la levée des barrages. Je salue également les communiqués qui ont été faits par certains partis politiques qui appellent aussi à cet apaisement, parce qu'il faut cet apaisement-là pour pouvoir avancer. On ne peut pas avancer. Les enfants ne peuvent pas revenir à l'école. On ne peut pas soigner correctement nos anciens. On ne peut pas faire les choses, reprendre une activité économique normale si tout ça ne s'arrête pas. Pour revenir aux discussions, effectivement, il y en a eu beaucoup. Sur quoi est-ce que vous avez avancé? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels on sent qu'il y a une possibilité de trouver, si ce n'est un accord global, au moins des pistes pour les nouvelles institutions de la Nouvelle-Calédonie, pour des accords sur les points sur lesquels il y a des fortes divergences? Est-ce que vous avez progressé au cours de ces mois de discussion? Je ne dévoilerai pas le secret des discussions, Je ne vous demande pas ça, mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'il y a, voilà, il y a un espoir de dialogue possible? Oui, voilà. Je suis par exemple, je regrette par exemple que tout ça, on va dire, c'est agglutiné, toute cette haine, cette violence est agglutinée autour de la question du dégel. Mais je peux dire qu'on a bien discuté, on va dire qu'on a fait preuve d'empathie entre nous là-dessus. Et quand je dis empathie, c'est comment est-ce qu'on comprend les idéaux et les intérêts de l'autre et comment est-ce que l'autre comprend et, on va dire, explique mes objectifs à moi. On a fait ce travail-là de se comprendre les uns et les autres, notamment sur ce point et sur d'autres points aussi. J'ai envie de dire qu'on n'était pas si loin que ça. Mais malheureusement, on a été rattrapé par, on va dire, une branche dure qui a souhaité demander autre chose et on va dire qu'il y a une position un peu plus radicale.
Je regrette, moi, mais je pense que l'histoire ne peut pas se répéter. On ne peut pas répéter l'histoire de l'époque aujourd'hui. L'histoire, elle est aussi faite pour être améliorée. Et donc, on est là aujourd'hui et on a la responsabilité d'améliorer ce que les anciens ont fait. On ne peut pas refaire la même histoire qu'eux. Alors, Emmanuel Macron a annoncé il y a 48 heures, là maintenant, sa décision de suspendre la loi constitutionnelle qui modifie le corps électoral. Qu'est-ce que vous en pensez et comment faut l'interpréter? Est-ce que ça veut dire que le corps électoral ne sera jamais dégelé ou est-ce que cette loi qui est suspendue actuellement va reprendre son cours ou va devoir être votée à nouveau? Est-ce qu'il va y avoir un dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie? Écoutez, Emmanuel Macron, il a pris sa décision en tant que président de la République là-dessus. Moi, ça ne m'étonne pas trop qu'il ait annoncé, qu'il ait fait cette annonce-là dans la mesure où il a dissous l'Assemblée nationale le lundi précédent. Donc, il peut peut-être se poser des questions vis-à-vis des résultats des prochaines législatives. Est-ce qu'il l'aura ou pas on va dire, est-ce qu'il aura ou pas une majorité pour aller au Congrès? Mon collègue de la première, candidat de la première circonscription disait hier que ça ne satisfait personne parce que certains demandent le retrait et d'autres ne voulaient pas et tout. Non, moi je pense qu'en tant que député derrière, notre travail à nous, ça sera de trouver les voies et moyens de se retrouver et de poser quelque chose sur la table, dont la question du corps électoral, qu'il va falloir discuter en responsabilité à un moment donné et voir avec nos collègues indépendantistes quel est le meilleur atterrissage pour les uns et les autres. On va dire la Constitution et l'accord de Nouméa, on ne peut plus rester sur ce qui a été fait en 2007 aujourd'hui. Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais pour avancer, il faut qu'on puisse travailler et poser quelque chose sur la table qui fera peut-être l'objet d'un nouveau projet de loi pour pouvoir intégrer l'ensemble des discussions qu'on aura trouvées et des accords qu'on aura trouvés avec les indépendantistes. Alors, en attendant, pendant cette campagne, quels sont les thèmes de campagne qui vont être les vôtres? Quel projet est-ce que vous allez défendre? Parce qu'aujourd'hui, bah, vous le disiez, hein, il faut à la fois reconstruire la Nouvelle-Calédonie et sortir de l'accord de Nouméa, puisqu'on n'a toujours pas trouvé l'issue. Qu'est-ce que vous allez proposer? Qu'est-ce que vous allez expliquer pendant cette campagne qui va être très brève? Mais je pense, Elisabeth, que ce sont déjà deux gros chantiers. Voilà. Si on arrive, et je le dis bien aux auditeurs, si on arrive à trouver une piste de sortie, mais ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de nos partenaires indépendantistes là-dessus, du FLNKS. Et si on arrive à un moment donné, moi je les invite fortement là-dessus parce qu'il n'y a que là, qu'on peut arrêter tout ce qui se passe. On peut arrêter tout ce qui se passe, on peut arrêter aussi. Je veux dire, je profite de l'antenne pour avoir une pensée pour les familles qui sont endeuillées par tout ce qui se passe, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Mais il n'y a que par la discussion qu'on peut arrêter ça. Il n'y a que par la discussion. Et donc, c'est un gros chantier de trouver une piste de sortie. Et le deuxième gros chantier derrière, c'est de reconstruire la Nouvelle-Calédonie. Et je pense aussi, moi, que sur l'accord qu'on pourrait potentiellement trouver avec les indépendantistes et l'État là-dessus, c'est de partir et de corriger les choses. Parce qu'il y a aussi des choses qui ne sont pas... Il y a toujours des choses qui sont à améliorer. On a vécu 30 ans, il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été moins bien faites. Le président de la République, quand il est venu ici en juillet, il a parlé de certains sujets sur lesquels on peut travailler dessus. Donc, tout ça derrière, sur l'accord nouveau qu'on pourrait trouver avec le FLNKS, je pense qu'il faut qu'on s'assoie, et je l'ai dit au FLNKS, vous avez comme objectif de défendre une certaine trajectoire politique, on va dire ça comme ça, et nous, et moi, j'aimerais bien qu'on puisse travailler sur un accord pragmatique et de gestion, qu'on puisse sortir de la Calédonie du marasme économique qu'elle était déjà avant, mais dans laquelle elle est encore plus depuis le 13 mai. Et ça, c'est important. Parce que si on arrive à régler nos questions de problèmes sociaux, le financement de nos hôpitaux, les inégalités sociaux, le développement économique pour tout le monde, etc., je pense qu'on aura fait beaucoup de choses. Donc, deux points essentiels. Et puis, surtout pour moi, travailler sur un accord qui puisse corriger des choses qui n'ont pas été faites par les anciens. Mais ce n'est pas de leur faute. Hein. Je veux dire, c'est un fait. Je le disais tout à l'heure, on est ici. L'histoire nous pousse vers devant. Je vais rappeler mon collègue maire de Koumak qui me dit souvent, quand tu dors le soir, Alcide, ben, ce n'est pas pour te réveiller avant-hier. Tu te réveilles demain. Et donc, nous, c'est notre responsabilité de travailler sur un accord pour améliorer les choses et faire à ce que les choses soient meilleures
pour les Calédoniens. Cet accord devra également changer les institutions de la Nouvelle-Calédonie, revoir la répartition des compétences entre les différentes collectivités, entre le gouvernement, le Congrès, les provinces. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus, sans trahir de secret, encore une fois? Est-ce que c'est aussi l'un des points essentiels de ce nouvel accord pour que les choses soient plus harmonieuses? Mais comme je le disais auparavant, hein, ça fait partie des questions qu'il faut poser sur la table et qu'on a déjà un peu posées sur la table, parce qu'il y a des choses qui se font bien, il y a des choses qui se font moins bien. On a un millefeuille de compétences aujourd'hui, un millefeuille de démarches administratives à faire. Les chefs d'entreprise, etc., nous le disent souvent. C'est extrêmement compliqué de faire les choses ici en Nouvelle-Calédonie. Donc à nous d'avoir une clarté, une vision politique claire pour que tout ce qui découle derrière, que ce soit économie, éducation, etc., puisse aller de l'avant et s'améliorer par rapport à ce qu'on avait avant. Il y a une politique également, j'imagine, à l'égard de la jeunesse qui a interpellé la jeunesse. Sa situation a interpellé tout le monde depuis un mois. Tout le monde s'interroge sur cette jeunesse qui s'est déchaînée dans la violence, alors que depuis 30 ans, elle avait été en partie accompagnée, aidée, formée. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer pour demain? Mais vous savez, Elisabeth, je veux dire, on met beaucoup de choses sur le dos de la jeunesse parce que c'est eux qui se sont exprimés. C'est eux qui se sont exprimés à travers tout ce qui s'est passé. Mais est-ce que c'est de leur responsabilité? Est-ce que c'est de la responsabilité de la jeunesse? Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, oui, la jeunesse nous a parlé, mais la jeunesse nous a parlé, elle a parlé à qui? Elle a parlé aux adultes. Mais les adultes, il n'y a pas que les politiques, hein. Les adultes, c'est tout le monde. La jeunesse a parlé aux politiques, la jeunesse a parlé aux institutions, la jeunesse a parlé aux papas, aux mamans, la jeunesse a parlé aux églises, la jeunesse a parlé à toutes les forces vives du territoire. Et oui, il faut s'occuper de cela. Il y aura des choses à faire différemment demain si on ne veut pas se retrouver avec ces mêmes phénomènes-là dans 30, 40, 50 ans. Vous parlez de la situation économique, elle est catastrophique, des dégâts épouvantables, plusieurs milliards. Là aussi, comment est-ce qu'on peut... La Calédonie est dans un état, ses finances sont dans un état là aussi épouvantable. Est-ce qu'on ne pourra pas s'en sortir sans l'aide de l'État, en fait? Qu'est-ce que vous en attendez? Ah bah oui, Elisabeth, votre question, elle est très importante, hein. Je pense que la situation économique, elle était catastrophique avant le 13. Voilà, parce qu'on n'était pas capable de financer NERCAL, on n'était pas capable de financer tout ce qu'il y a de social, les hôpitaux, et j'en passe. Elle était catastrophique avant. Aujourd'hui, c'est un trou noir. C'est un trou noir qu'on est en train de rentrer dedans avec tout ce qui s'est passé, avec la destruction de plus de 500 entreprises, entre 500 et 1000 entreprises sur la zone de Nouméa et de Grand Nouméa. Et je voudrais avoir une pensée pour tous ces chefs d'entreprise-là qui ont perdu tout ce qu'ils ont investi. Et oui, qu'on a besoin de l'État. Oui. D'ailleurs, ce matin, j'ai ma collègue qui siège à la commission permanente qui m'a fait savoir qu'ils ont voté des dispositifs de chômage partiel pour des salariés et tout, avec l'aide de l'État. 6 milliards qui a été donné à l'État. Mais on a besoin de 27 milliards. On a besoin de 27 milliards. Alors, je vais le dire avec un petit brin d'ironie, là. Notre État, que certains qualifient de colonialiste et tout, mais aujourd'hui, c'est l'État français, et puis nous, on est français. Donc, on a besoin de cet État pour nous aider à nous relever. Déjà, nous aider à sortir du trou noir que je disais, mais de nous accompagner derrière. De nous accompagner derrière pour qu'on retrouve ce dynamisme économique qu'on avait d'antan et qu'on puisse se projeter vers l'avant pour les jeunes. En parler de ces jeunes-là qui sont perdus, mais pour pouvoir les tenir à un moment donné, il faut de l'activité économique, il faut des choses qui se passent ici sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, et pour ça, on a besoin de l'État. On a besoin. On ne peut pas faire tout seul, on n'a pas les moyens de faire tout seul. Alors, il y avait un autre gros problème avant le 13 mai, c'était la situation de la filière nickel, et on sait que c'est un domaine dont vous êtes un spécialiste. Ça ne s'est pas arrangé, là, depuis le 13 mai, même, il n'y a plus aucune perspective pour les 3 usines. Ah ben écoutez, le pacte nickel s'est envolé un peu avec l'affaire du dégel et tout ça, mais je pense que les élus qui étaient dans la commission spéciale ont compris à un moment donné de la vie de cette commission-là qu'il était important de faire quelque chose pour le nickel. Et je le redis, si tout
ce marasme autour, si on bloque les sites de la SLN, si on brûle les sites de la NMC, comme ça a été le cas notamment sur Kwawa, si on saccage et si on fait tout ça, je veux dire, vous pouvez mettre n'importe quoi en face. Hein. Notre filière nickel, on va la tuer. On va la tuer. Alors que c'est énormément d'emplois en Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'est non seulement un appel. C'est vrai que nous, les politiques, nous avions notre devoir à faire là-dessus, mais c'est également à tous ceux qui saccagent la filière nickel. Je pense à la SLN, je l'ai dit, la NMC et tout. Et il faut arrêter de saccager les mines. J'ai entendu que sur Wailou, les gens de la tribu de Bas ont protégé leurs mines. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut protéger son outil de travail. Parce que s'il n'y a plus d'outil de travail demain, mais comment on s'en sort? Dans ce contexte particulier, une campagne électorale surprise et très courte, premier tour le 30 juin. Comment est-ce que vous allez faire campagne? Je le disais, votre circonscription, elle est immense. Hein, c'est toute la Calédonie, sauf Nouméa et les îles Loyauté. Vous n'allez pas pouvoir vous rendre sur le terrain. Si vous allez faire campagne comment? Oui, je confirme qu'elle est immense. Hein. J'avais accompagné Thierry Santa en 2022 pour la campagne. Je pense qu'aujourd'hui, Elisabeth, non seulement avec le contexte et tout ça, on aura certes besoin des médias là-dessus pour pouvoir communiquer, parce qu'on le sait aussi que les Calédoniens écoutent beaucoup les médias. Il y aura également nos équipes qui seront beaucoup sur des réseaux sociaux également pour pouvoir passer des messages. Et puis, on essaiera de circuler malgré tout et de rencontrer des gens, parce que c'est aussi ça une campagne. Et dans une république et dans une démocratie, je crois que c'est le président de la province Nord qui disait ça pour le dernier référendum, une république et une démocratie, quand une élection doit se tenir, il faut qu'elle se tienne comme elle doit se tenir. Il ne faut pas qu'il y ait de bavure ou il ne faut pas qu'il y ait d'entrave. Vous n'avez pas annoncé hier votre suppléant ou votre suppléante. Vous allez le faire quand? Votre choix est fait. Vous allez l'annoncer quand? Ben écoutez, Elisabeth, merci pour votre question. J'ai décidé, j'avais 2 ou 3 noms en tête et tout, mais j'ai proposé plutôt à Elisabeth Rivière, qui est adjointe au maire du Mont-d'Or, qui est également chef d'entreprise, qui a aussi beaucoup souffert hein, de par son entreprise. Hein. Elle est patronne d'une petite artisanat ici sur Nouméa. Je lui ai demandé de m'accompagner dans cette campagne et dans ce mandat si je venais à être, on va dire, si les Calédoniens me faisaient confiance. Donc Elisabeth Rivière, elle est du Mont-d'Or et elle est adjointe au maire de Mont-d'Or, Eddy Lecourrier. Et elle est aussi présidente de la Chambre des métiers. Donc ça fait beaucoup de casquettes. Et donc ça va être votre suppléante, c'est décidé? C'est décidé, c'est acté. Et puis oui, mais j'avais décidé de l'annoncer aujourd'hui sur votre antenne. Mais écoutez, je vous remercie de l'information. Pour conclure, Alcide Ponga, bon, beaucoup de choses. On a rarement vu autant d'actualités en Nouvelle-Calédonie et d'actualités un peu dramatiques, plus cette campagne électorale qui s'ajoute. Est-ce que la question peut peut-être paraître bizarre, mais est-ce que vous restez confiant? Est-ce que les Calédoniens peuvent être optimistes? Est-ce qu'il y aura un avenir possible pour la Calédonie et pour les Calédoniens? Écoutez, il faut toujours rester confiant. Il faut toujours rester confiant. La Nouvelle-Calédonie a connu des péripéties hein, en 1984, en 1988, 89. Elle a réussi à se sortir de là. Et c'est vrai qu'on est troublé ici en Nouvelle-Calédonie par tout ce qui se passe. On ne peut pas le minimiser et tout. Mais j'aimerais aussi inviter les Calédoniens à penser à tout ce qui se passe dans les autres pays. Vous avez l'Ukraine, vous avez Israël, vous avez la Palestine. Il y a des choses étranges et graves qui se passent aussi dans ces pays-là. Et je le redis, je ne minimise pas ce qui se passe ici en Nouvelle-Calédonie. À nous, ensemble, les Calédoniens, non seulement les politiques, mais ensemble. Je l'ai vu sur le terrain, ceux qui ont protégé ensemble leur quartier, leur famille et tout. Vous avez de toutes les catégories sociales, vous avez de toutes les couleurs qui se sont protégées, etc. Et tout. Moi, j'ai de l'espoir. Et dans ce marasme-là, c'est aussi ça que je retiens. Tous ceux qui se sont levés ensemble, peu importe son appartenance politique, pour protéger son outil de travail, sa maison, sa famille et tout. On va trouver, je pense qu'on va trouver une solution. Et je vais finir comme ça en disant que j'invite l'ensemble des responsables politiques en place aujourd'hui, parce qu'on est des responsables, à se lever et à poser le chemin ensemble pour les Calédoniens. Alcide Ponga, candidat aux législatives dans la seconde circonscription, soutenu par l'Union des partis non indépendantistes. Merci d'avoir accepté notre invitation ce midi.
Merci beaucoup Elisabeth et merci aux auditeurs.